Well, good afternoon, everyone, and welcome to day 3 of MS Connect. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la troisième journée de conférence de MS Connect. Je m'appelle Andrea Dunn, je suis l'animatrice de ce podcast que nous avons lancé l'année passée, créé avec la collaboration du Conseil de la Société sclérosante du Canada. Donc, pour votre information, ce sont des gens qui ont reçu un diagnostic de sclérose en plaques ou qui sont affectés par la maladie d'une autre façon. Donc, vous pouvez écouter ce podcast, vous pouvez cliquer sur le lien, écouter ce podcast et vous aurez accès à ce podcast un peu plus tard. J'aimerais remercier personnellement tout le monde d'avoir investi leur temps pour en savoir davantage sur la sclérose en plaques et la recherche sur la sclérose en plaques. Donc maintenant, il faut utiliser le momentum que nous avons lancé pour continuer de se concentrer sur la recherche, de découvrir de nouvelles choses, faire des découvertes scientifiques qui vont avoir une incidence positive sur les gens ayant la SP. Nous aimerions remercier spécialement nos commanditaires, nos commandaires Rose Canada, ainsi que d'autres commanditaires, Biogen Canada, MyRScript, EMB Serona Canada, Nova Pharmaceuticals Canada, Pinogy Enzyme, pour avoir apporté un soutien financier essentiel pour réaliser ces conférences. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui et vous pourrez poser vos questions dans la boîte de dialogue sur Google Meet et nous allons y répondre. Si vous voulez aller sur vous pouvez mettre un MS Connect et nous allons enregistrer la conférence. Nous allons communiquer avec vous. Donc, la Société canadienne de la sclérose en plaques est fière de vous présenter une séance sur la dysfonction cognitive des gens ayant la SP. Donc, nous avons l'honneur de présenter le Dr Anthony Feinstein de l'Université de Toronto et du Centre de sciences de la santé Sunbrook. C'est un professeur de psychiatrie à l'Université de Toronto. Il a un doctorat et une maîtrise qu'il a obtenu à l'Université de Wimbledon en Angleterre. Son expertise porte sur la neuropsychologie de la SP. Il travaille sur les conséquences comportementales de la SP. Sa recherche a été publiée au Canada, dans d'autres pays, et il travaille avec l'Alliance. Alors, je vais vous parler des troubles cognitifs chez les personnes qui ont la sclérose en plaques. Voici mes divulgations. J'ai plusieurs objectifs, en particulier apprécier la prévalence et la gamme des difficultés cognitives rencontrées par les personnes qui ont la SP et comprendre les implications dans le monde réel des troubles cognitifs, comprendre comment les tests informatisés peuvent rendre plus largement disponibles des évaluations cognitives valables pour apprécier l'importance également de la réserve cognitive dans la détermination de la fonction cognitive actuelle. Je vais passer quelques minutes à discuter des effets du cannabis sur la cognition et des changements cérébraux qui y sont liés, puis je parlerai pendant quelques diapositives des options de traitement des troubles cognitifs. Ma première diapositive s'intitule donc « Prévalence de la déficience cognitive selon le type de maladie 25 ans plus tard ». Et pourquoi 25 ans? Parce que très tôt, au début des années 90, Stephen Real a publié un article fondateur montrant qu'environ 40% des personnes ayant la SP ont des troubles cognitifs. Mais à l'époque, il n'y avait pas de distinction entre la SP primaire et secondaire. Et ce que nous savons maintenant, 25 ans plus tard, c'est que les taux de difficulté se situent effectivement dans les 40%, oui, mais qu'ils varient considérablement en fonction de l'évolution de la maladie. De sorte que vous pouvez voir qu'environ une personne sur 3 avec le syndrome cliniquement isolé a de la déficience cognitive. Les chiffres vont environ jusqu'à 40% avec les SP cycliques et jusqu'à 70 à 90% pour les personnes ayant les formes les plus progressives de la maladie. Il y a différents types de déficits cognitifs. Les plus fréquents sont la vitesse de traitement, qui est considérée comme la quintessence du problème cognitif chez les personnes ayant la SP, mais il y a aussi un nombre élevé de personnes ayant des difficultés avec la mémoire visuelle, la mémoire verbale, la mémoire de travail aussi, et un certain degré de dysfonctionnement exécutif. Ces problèmes cognitifs ont des implications très réelles sur le fonctionnement dans le monde réel, et vous pouvez le voir ici dans ce dessin.
Nous avons quelque chose appelé l'indice de Bartel, qui examine les activités de tous les jours, comme prendre un bain, ranger la nourriture, ouvrir des récipients à l'aide d'ustensiles, utiliser des appareils électroménagers. On peut regarder quelque chose d'aussi simple que de faire un lit, et on peut voir que les personnes atteintes de troubles cognitifs ont plus de difficultés à accomplir toutes ces tâches. Alors, les troubles cognitifs ont donc une influence très importante sur la vie des personnes qui ont la SP. Ils touchent des fonctions quotidiennes très importantes. C'est également une raison importante pour laquelle les gens oublient de prendre les médicaments modificateurs de l'évolution de la maladie. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les gens ne prennent pas leurs médicaments, mais l'oubli de prendre son médicament modificateur de l'évolution est la plus grande raison, et cela devrait presque être lié à la déficience cognitive de nombreuses personnes également. Comment évaluer la cognition? Eh bien, il s'agit d'un seul questionnaire d'auto-évaluation de dépistage, quelques brèves batteries. Il y a aussi certaines mesures plus complètes et il y a aussi des lignes directrices de consensus que nous suivons en termes de tests cognitifs. Il existe sur le marché une seule mesure d'auto-évaluation appelée le questionnaire neuropsychologique sur la sclérose en plaques. Il contient 15 questions pour la personne qui a la SP et 15 questions pour un informateur. Il présente une sensibilité et une spécificité raisonnables, ce qui est intéressant. Les réponses des informateurs, de façon assez spéciales, sont considérées comme plus précises que celles de la personne atteinte de la maladie. Nous savons que les personnes qui ont la SP ne sont pas les meilleurs juges de leur propre cognition, mais quelqu'un qui vit avec elles depuis 1 an ou plus et qui les connaît peut souvent donner une meilleure indication de la façon dont cette personne se porte sur le plan cognitif. Nous savons également que il y a des personnes qui se plaignent de troubles cognitifs beaucoup, mais qu'ils peuvent aussi être déprimés. Alors, il faut faire attention à ça. Et je vois ça tout le temps dans ma pratique clinique. Des gens qui viennent, ils s'inquiétaient de leur cognition, ils se sont adressés à leur neurologue. Nous leur faisons passer des tests et ils sont en fait intacts. Mais le problème est qu'ils sont déprimés et cela les rend plus conscients de ce qu'ils perçoivent comme des déficits cognitifs, mais c'est pas toujours exact. Voici maintenant la batterie de tests de dépistage recommandés qu'on appelle le BICAMS, le Brief International Cognitive Assessment Test, NMS, 10 minutes à prendre. Il comprend le Symbol Digit Modality Test, un bref test de mémoire visuelle et le test d'apprentissage verbal de la Californie. Quand on veut une batterie plus complète, comme nous le faisons souvent à des fins de recherche, on a la ligne directrice de consensus, le MACFIMS, évaluation minimale, qui contient un test de la vitesse de traitement et de la mémoire de travail, le PSAT, le Single Digit Modality Test, le SDMT, des tests de mémoire, le test d'apprentissage verbal de la Californie pour la mémoire verbale, le Brief Visual Spatial Memory Test pour la mémoire visuelle, un test de fonction exécutive, un test de perception visuelle et un test de l'intérêt de l'attention linguistique. Toute cette batterie de tests prend environ 90 minutes. Le Mini Mental State et le MoCA ne sont pas de bonnes mesures de la déficience cognitive chez les personnes atteintes de SP. Il manque de sensibilité à la déficience. Le test des modalités chiffres-symboles, le SDMT, est apparu comme le marqueur cognitif sentinelle de difficulté des personnes atteintes de sclérose en plaques. C'est un test très simple. Voici à quoi ça ressemble. On présente à la personne un morceau de papier avec des symboles dans un ordre aléatoire. Il y a un code ici avec les chiffres 1 à 9 correspondant à 9 symboles différents. La personne a 90 secondes pour faire correspondre ces symboles avec les chiffres selon le code. C'est un test de la vitesse de traitement avec une petite composante de mémoire visuelle occasionnelle. Il a une excellente psychométrie, il est bref et bon marché, il est convivial pour les patients. Ça, c'est très important parce que les gens qui ont la SP ne se font pas prier pour faire ce test, au contraire du PSAT, qui est une tâche beaucoup plus difficile. Le SDMT déguise qu'un équipement minimal, il est facile à traduire, il fait partie de nombreuses lignes directrices de consensus, il est sensible, il est valide, et comme vous le verrez, il y a des administrations informatiques. On peut l'administrer par ordinateur. Cependant, l'une des questions à propos de ce test, l'une des interrogations, eh bien, vous savez, quelle est la validité écologique de ce test? Je veux dire, si vous avez un mauvais résultat à ce test, est-ce que ça reflète un mauvais fonctionnement dans le monde réel? Et en fait, c'est une critique qu'on peut adresser à tous les tests cognitifs en général. Vous pouvez très bien montrer des déficits dans votre bureau, mais comment cela se traduit-il en difficulté dans le monde réel? Parce que quand on teste, on met un panneau devant la porte. Silence, s'il vous plaît. Test en cours. On crée ainsi un environnement dans le bureau qui, à bien des égards, est très éloigné de l'environnement dans lequel les gens doivent travailler, où ils sont très occupés, il y a du bruit, toutes sortes de distractions.
Je veux donc partager avec vous quelques données qui vous montrent comment nous avons testé ça et dans quelle mesure les distractions entravent la capacité d'une personne à effectuer des tests cognitifs et comment ça se répercute sur leur cognition. Alors, on a pris le Symbol Digit, le SDMT, et nous l'avons fait migrer vers une version informatisée. Voici de quoi ça a l'air. Alors, vous avez un écran d'ordinateur, vous avez ici un code qui comporte des chiffres de 1 à 9 symboles différents ici. Ici, vous avez les symboles dans un ordre différent. Votre buzzer sonne et votre tâche est de vous déplacer avec les chiffres le plus rapidement possible. Et quand vous arrivez ici au diamant qui correspond au chiffre 5, cette ligne se vide et ça se répète 8 fois. Alors, c'est une version analogue du SDMT. Mais maintenant, nous avons introduit des distracteurs du monde réel comme celui-ci. Et parce que c'est informatisé, on peut contrôler le moment de la présentation et le volume du bruit et on peut s'assurer que chaque personne a reçu le distracteur au moment exact et pour la même durée. Et voici à quoi ressemblent les données sur les personnes qui ont passé ce test. Ces personnes ont aussi complété une batterie cognitive détaillée et nous en voyons les résultats ici. Ici, nous avons des personnes atteintes de sclérose en plaques, 99 personnes. Ici, nous avons un groupe de témoins sains. Ceci indique chacun des tests cognitifs, le test de mémoire visuelle, le test de mémoire verbale, le PSAT, le Symbol Digit et le test de la fonction exécutive. Vous pouvez voir que à chaque fois que vous voyez des statistiques comme celle-ci, il y a des différences très significatives entre les personnes ayant l'ASP et les témoins sains. Les personnes ayant l'ASP ont de bien moins bons résultats. Laissez-moi regarder le SDMT, la version traditionnelle, celle que je vous ai montrée au début, la version crayon-papier. Environ 30% des personnes ayant l'ASP l'échouent, mais lorsque nous leur donnons une version informatisée, environ 37% échouent pour le moment. Dès que nous introduisons des distracteurs, par exemple le klaxon de la voiture, le taux d'échec monte à 47%. Il y a une différence très importante entre la version traditionnelle et la version informatisée avec distracteur, et nous voyons ça ici dans le graphe. Ici, nous avons les témoins sains et nous avons ici les gens avec l'ASP. Nous avons le temps sur cet axe, le temps en secondes. Nous avons les 8 itérations du test. Vous pouvez voir chez les témoins sains, même chez ceux qui n'ont pas de sclérose en plaques, quand vous amenez un distracteur, la ligne solide ici, la performance ralentit. Ici, nous avons les témoins sains sans distracteur. Ici, nous avons des distracteurs, vous pouvez voir, qui sont plus lents. Quand vous regardez le groupe SP, ils sont beaucoup plus lents. Donc, en général, les gens qui ont la SP font le test beaucoup plus lentement, mais si vous apportez les distracteurs en plus, vous pouvez voir que la différence entre ces deux lignes ici est beaucoup plus grande qu'ici. Donc, les distracteurs ont un effet excessif, si on peut dire, sur les personnes qui ont la sclérose en plaques. Et je vais vous montrer quelques développements vraiment intéressants que nous avons dans mon laboratoire. Je vous ai parlé longuement de l'importance du test des modalités chiffres-symboles, le SDMT, comme le test cognitif sentinelle pour les personnes atteintes de sclérose en plaques. Mais l'une des questions qui me sont souvent posées par mes collègues en neurologie est la suivante. Écoute, comment est-ce qu'on peut introduire ce test dans un environnement clinique chargé, dans une clinique neurologique où il n'y a pas de personnel neuropsychologique approprié? Vous avez une expertise psychologique, mais il n'y a pas de psychométricien pour administrer le test. Comment pouvons-nous introduire un test comme ça dans un tel environnement? Et c'est pourquoi j'ai rencontré des bio-ingénieurs de l'Université de Toronto pour voir si on ne pouvait pas développer un SDMT entièrement informatisé et automatisé qui n'a pas de testeur. En d'autres termes, l'ordinateur prend en charge le test et nous avons pu le faire grâce à un logiciel de reconnaissance vocale qui est maintenant dans le domaine public et mis à disposition par Google. Voici donc à quoi ressemble notre test. Vous verrez dans le coin supérieur ici une personne qui est l'un de mes assistants de recherche pendant le test. Donc, vous vous asseyez devant l'écran et l'ordinateur vous accueille comme suit. Merci de prendre le test cognitif SDMT. Je dois d'abord confirmer certaines informations. Donc, la voix que vous entendez ici, c'est celle de l'ordinateur. Et vous pouvez en fait donner à l'ordinateur une voix d'homme, une voix de femme, ou quel que soit l'accent. Nous lui avons donné cette voix-ci particulière. C'est mon étudiant ici. Veuillez donner votre numéro de cas unique. 1, 1, 2, 3. Quel est votre âge actuel en année? 25. Quel est votre sexe? Masculin.
Combien d'années d'études avez-vous faites au total? Veuillez additionner les années d'études primaires, secondaires et universitaires et les années d'études supérieures. 18. Donc, pour répéter, c'est la personne ici qui parle à l'ordinateur et l'ordinateur, par le biais d'un logiciel de reconnaissance vocale, capte les données et les saisit pour nous. Veuillez apporter toute correction nécessaire. Dites « Start » pour commencer le test. Start. Nous devons d'abord nous assurer que vous pouvez bien voir l'écran. Approchez-vous si nécessaire. Pouvez-vous me lire ces chiffres de gauche à droite? 5, 6, 8, 3. Excellent. Votre vision est bonne pour le test. Donc, il est très important de nous assurer que notre personne a une acuité visuelle suffisante pour voir l'écran et l'ordinateur a passé par un diagramme Snellen-Delaney et a très rapidement fait un test de la vue. Ici, comme vous voyez, nous avons deux rangées de cases, l'une au-dessus de l'autre. La rangée du bas est remplie des chiffres 1 à 9. La rangée supérieure est remplie de 9 symboles différents en dessous. En bas, il y a d'autres cases. Elles seront remplies de 9 symboles. Votre travail consiste à utiliser la touche numérique du symbole ici en haut et de dire verbalement quel chiffre va avec chaque symbole ici dans la rangée du bas. Par exemple, dans ce cas, vous diriez 6. 4, 2. Veuillez continuer et terminer le reste de l'essai. Les chiffres ne seront plus en surbrillance pendant le test. 3, 8, 1, 7, 9, 5. D'accord. Donc, pour sauver du temps, je ne vais pas faire le tour de tout le test, mais vous pouvez voir à quel point l'ordinateur a pris le relais des tests complètement. Et ce que nous avons pu montrer, c'est que ce test SDMT informatisé a une excellente validité concurrente par rapport au SDMT traditionnel, à la fois pour les personnes qui ont la sclérose en plaques et les témoins sains. Vous pouvez voir une corrélation très étroite entre les deux tests. Il est intéressant de constater qu'après avoir terminé l'étude, nous avons demandé aux participants « Qu'est-ce que vous avez préféré? Être testé par un humain ou par un ordinateur? » Et la majorité des gens ont en fait choisi l'ordinateur pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires pour nous, mais nous pensons qu'elles pourraient être liées au fait que si vous avez l'impression que vous avez eu un mauvais résultat au test, il est plus facile de le faire devant un ordinateur que devant une autre personne. Nous savons donc maintenant que le test SDMT est un test très important pour les personnes qui ont la sclérose en plaques. C'est une recommandation qui a récemment été faite par un groupe de consensus de personnes travaillant dans ce domaine qui a déclaré qu'au minimum, chaque personne ayant la sclérose en plaques devrait au minimum passer un SDMT au départ et si possible, il faudrait répéter le SDMT une fois par année pour évaluer sa cognition. Permettez-moi de passer à la vitesse supérieure et de parler un peu de l'enrichissement intellectuel et de la réserve cognitive, car nous savons qu'il s'agit de facteurs de protection en matière de cognition. En fait, dans plusieurs maladies comme Alzheimer, Huntington, Parkinson, sclérose en plaques, les données démontrent que l'enrichissement environnemental peut atténuer le déclin cognitif. L'enrichissement environnemental, ça vient avec des choses comme l'exercice, les activités intellectuelles. Des études sur les animaux montrent qu'un environnement enrichi peut moduler la neurodégénérescence et la mobilisation de l'activation gliale et ça peut réguler votre inflammation et ça peut contribuer de manière synergétique à la réadaptation. Donc, l'enrichissement intellectuel, vous savez, il nous vient de votre QI prémorbide, dont je vais parler plus tard, mais les loisirs sont également importants. Vous savez, vous ne voulez pas vous fier seulement au travail et non au plaisir. Il y a une merveilleuse citation de l'époque victorienne par l'auteur à succès Samuel Smiles, qui dit « Toujours travailler sans jamais jouer fait de Jack un garçon ennuyeux, mais jouer tout le temps sans travailler fait de lui quelque chose de pire. » Il faut donc vraiment essayer de trouver cet équilibre. Mais vous savez que travailler dur, avoir de bons loisirs et des activités qui exigent de l'effort, c'est bon pour le cerveau aussi. Cet environnement enrichi provient de choses comme la lecture, la musique et les activités intellectuelles. James Somofsky, qui a beaucoup travaillé dans ce domaine, a donc réalisé avec sa collègue Victoria Levitt une belle revue documentaire en demandant qu'est-ce qui protège les patients des troubles cognitifs. Il y a certainement des preuves qui montrent que l'enrichissement intellectuel est important, mais l'autre facteur important est la croissance maximale du cerveau au cours de la vie. Examinons donc ici chacun de ces facteurs d'enrichissement intellectuel. Alors, l'enrichissement intellectuel ici, c'est votre style de vie.
Notre vocabulaire reflète nos connaissances générales et nous acquérons cela grâce à une bonne éducation, à notre vie professionnelle et à ce que nous lisons, ce que nous aimons. Et beaucoup de recherches nous montrent que ce genre de variables, notre profession, nos réussites éducatives, contribuent à notre vocabulaire indépendamment de l'intelligence dans l'enfance. Donc, nous naissons avec une certaine capacité intellectuelle, mais nous pouvons certainement renforcer cette capacité par des activités comme la lecture et en ayant un environnement enrichissant dans lequel nous grandissons. Et ceci peut être un élément protecteur de la cognition. Nous considérons donc que lorsque la charge de morbidité augmente, la cognition peut diminuer. Mais, dans le contexte d'une réserve élevée, ça peut être quelque peu protégé. Il en va de même pour la croissance maximale du cerveau sur toute la durée de la vie qui est estimée à partir de la taille de la tête. Cette estimation repose sur le principe que les personnes ayant un cerveau plus volumineux peuvent se permettre de perdre davantage de cerveau par atrophie avant d'atteindre le seuil à partir duquel les déficits cognitifs deviennent apparents. Ces personnes sont donc mieux à même de résister à une maladie neurologique qui peut causer des difficultés cognitives. Et nous voyons exactement le même modèle chaque année. Mais quand la charge de maladie augmente et que l'état cognitif s'aggrave, les personnes qui ont une plus grande croissance maximale du cerveau à vie possèdent un élément protecteur de leur capacité cognitive. Quelques mots maintenant sur l'imagerie cérébrale et la cognition. Il y a de nombreuses mesures IRM du cerveau que nous pouvons examiner dans le cadre de notre recherche de corrélation avec les troubles cognitifs. Voici une étude qui a examiné les mesures de l'atrophie et de la charge des lésions en relation avec les difficultés cognitives. Et le résultat a été très clair. La seule mesure IRM qui est apparue comme un prédicteur robuste des difficultés cognitives était la largeur du troisième ventricule. La fraction parenchymateuse du cerveau, qui est également un marqueur de l'atrophie cérébrale, était également importante, mais pas aussi puissante que la largeur du troisième ventricule. On peut voir aussi que le volume de la lésion est important, mais pas aussi important que cette variable particulière. Et vous pouvez voir que l'association ici, avec des indices de la cognition, que ce soit le single digit, le SDPT ou le PSAT, ou des indices de la mémoire verbale ou visuelle, est déjà assez forte, particulièrement pour le SDPT. Il s'agit d'une corrélation robuste de 0,71 entre la largeur du troisième ventricule et les performances au SDMT. Alors, qu'est-ce qui est si important dans le troisième ventricule? Quand vous regardez l'anatomie de votre cerveau, ici vous avez ici une tranche coronale, ce qui est de chaque côté du troisième ventricule, c'est le thalamus. Et à mesure que le thalamus s'atrophie et devient plus petit, il y a un accroissement de la largeur du troisième ventricule. Et le thalamus, nous le savons, est sensible au niveau d'atteinte des personnes ayant la SP. Le thalamus est une importante zone de relais dans le cerveau, dans laquelle passent de nombreuses voies neurales. Donc, quand le thalamus commence à rétrécir, ça peut affecter nombre de ces voies neuronales et, par extension, avoir un effet négatif sur la cognition, ce qui se traduira par une atrophie, un élargissement du troisième ventricule que nous voyons très bien sur ces images ici. Nous avons ici une personne ayant une sclérose en plaques cyclique et ici une forme secondaire progressive et nous pouvons voir le troisième ventricule ici et sa largeur a augmenté de manière significative dans la forme la plus progressive de la maladie car de chaque côté, le thalamus se rétrécit et le troisième ventricule devient approximativement une mesure approximative de remplacement pour l'atrophie thalamique et qui est liée de manière plutôt solide à la déficience cognitive. Maintenant, j'offrirai quelques réflexions sur la sclérose en plaques et le cannabis parce que c'est vraiment pertinent pour ma pratique clinique parce que plusieurs personnes me posent des questions sur le cannabis. Nous savons maintenant qu'environ 20 à 60% des personnes ayant la SP consomment régulièrement du cannabis, c'est-à-dire chaque jour, parfois plusieurs fois par jour. Nous savons aussi que le cannabis peut avoir un effet négatif sur la cognition, et j'indique ici plusieurs de mes publications financées par la Société de la SP en passant, indiquant que le cannabis et particulièrement le THC peut avoir un effet négatif sur la cognition. Nous savons aussi maintenant que ces déficits pourraient être réversibles si la personne ayant la SP arrête de consommer du cannabis. Et nous savons que le cannabis peut affecter la connectivité fonctionnelle dans le cerveau, causant ainsi des difficultés cognitives, et je peux vous le montrer très bien. Voici un test de la mémoire de travail. Une personne est allongée dans un scanner IRM et elle a une boîte à boutons à côté d'elle. Et on lui dit d'appuyer sur le bouton lorsqu'elle voit la lettre X. Alors, les lettres défilent et dès que le X apparaît, vous appuyez sur le bouton. Dans une tâche plus complexe, la tâche One Back, on vous dit d'appuyer sur le bouton
si une lettre se répète. Donc, dès qu'une lettre se répète, ici, elle, c'est alors que vous appuyez sur le bouton. Dans une tâche encore plus complexe, la tâche To Back, on vous dit d'appuyer sur le bouton seulement si la lettre répétée est à une distance de 2. Donc ici, la lettre D est répétée, mais c'est seulement après que la lettre L se soit interposée entre les deux. C'est là que vous appuyez sur le bouton. Nous pouvons donc maintenant enregistrer la précision. Nous pouvons aussi enregistrer la vitesse à laquelle vous appuyez sur le bouton. Et nous savons que dans un contexte de consommation de cannabis, les personnes qui ont la SP ont du mal à passer ce test. Et nous voyons ici l'activation du cerveau dans cette tâche particulière pour le To Back, soit la tâche la plus complexe. Ce qu'on voit ici, je n'ai pas besoin d'être un spécialiste de l'imagerie du cerveau, on le voit ici. Ici, nous avons des individus qui consomment du cannabis et ici, nous avons des individus qui ne consomment pas de cannabis. Les deux groupes ont la sclérose en plaques et vous pouvez voir dans ce groupe que nous avons une activation cérébrale beaucoup plus importante pendant que les gens accomplissent la tâche complexe. Et aussi une activation plus intense, comme l'indiquent les couleurs orange et rouge plus vives qui montrent l'intensité de l'activation. Et donc, ce qui semble se passer, c'est que chez les individus qui consomment du cannabis, ces réseaux neuronaux sont fermés. Ils ne sont pas activés aussi intensément. Et cela peut mener à des problèmes cognitifs liés à la consommation de cannabis. Et vous le voyez très bien dans ces dessins. Ici, nous avons ceux qui ne consomment pas de cannabis, et ici, les consommateurs de cannabis. Ici, vous voyez les tâches 0 back, 1 back et 2 back. Et chacune de ces lignes représente une région du cerveau qui s'active pendant ces tâches particulières, des tâches de mémoire, et vous pouvez voir que plus les tâches deviennent complexes, plus l'activation du cerveau augmente. Mais quand vous arrivez à la tâche one back, pour les consommateurs de cannabis, il n'y a pas d'activation supplémentaire dans certaines régions du cerveau quand on passe à la tâche plus complexe, la tâche two back. C'est comme si la neuroplasticité était maintenant à sa limite supérieure dans le contexte de la consommation de cannabis et que la plasticité du cerveau est devenue entravée par le cannabis. Chez les non-consommateurs, vous ne voyez pas ça. À mesure que la tâche devient plus complexe, vous voyez l'activation du cerveau augmenter du 0 back au 1 back au 2 back et vous obtenez aussi une réponse plus rapide et plus précise. Vous savez donc qu'il faut faire attention à la consommation de cannabis, en particulier de THC, chez les personnes qui ont la sclérose en plaques. Je pense que la variante CBD du cannabis est plus sûre et que vous n'obtiendrez pas ce genre de déficit cognitif avec la consommation de CBD. Permettez-moi de conclure maintenant par quelques réflexions sur la manière de traiter les troubles cognitifs chez les personnes ayant la SP. Eh bien, une étude Cochrane montre que l'intervention pharmacologique n'est pas utile. Ainsi, des choses comme le Donepezil, qui est un médicament utilisé pour améliorer la mémoire chez les personnes ayant la maladie d'Alzheimer, ça ne fonctionne pas. Des suppléments comme le Ginkgo, un médicament comme la mémantine ou la rivastigmine, un autre médicament utilisé dans la démence Alzheimer, ce médicament n'est pas efficace chez les personnes qui ont la sclérose en plaques. Et il n'existe aucune preuve convaincante que l'un de ces médicaments va aider les personnes ayant la SP qui ont des difficultés de mémoire. Qu'en est-il des thérapies de modification d'évolution de l'énergie? En principe, ça devrait marcher parce qu'on sait que les volumes de lésions, ces médicaments réduisent les volumes des lésions cérébrales T2 et T1 et peuvent aussi ralentir la progression de l'atrophie cérébrale et diminuer l'activité inflammatoire dans le cerveau. Alors, pour toutes ces raisons, il devrait avoir certains effets bénéfiques sur le plan cognitif. Cependant, il y a de nombreux problèmes méthodologiques dans les études qui se penchent sur les thérapies de modification de la maladie et tentent d'examiner la cognition. La raison en est que la cognition est souvent une mesure de résultats secondaires ou même tertiaires, ce qui signifie que ces études n'ont pas été conçues pour étudier la cognition. Le résultat primaire qu'on veut mesurer, ce sont des choses comme la marche, l'ambulation, pas la cognition. Les études se contentent souvent d'afficher un seul test de cognition, qui est une mesure exploratoire. Il n'y avait aucune indication de l'état cognitif des patients à l'entrée, ce qui est si important. Si vous voulez faire une étude cognitive, vous ne voulez pas tester des personnes qui sont intactes sur le plan cognitif, vous voulez regarder les personnes qui sont déficientes, qui ont des troubles, pour voir si vous pouvez apporter une amélioration chez ces personnes. Et les études n'étaient pas alimentées par des paramètres cognitifs, de sorte qu'on n'avait peut-être pas la bonne taille d'échantillon pour l'étude. Quant aux études observationnelles sur les thérapies modificatrices de l'évolution de la maladie, la grande majorité porte sur des petits échantillons non randomisés, présentant des caractéristiques cliniques différentes et les outils d'évaluation n'étaient pas les plus précis. Il faut donc considérer ces résultats avec prudence. Maintenant, regardons ceci. Ici, nous disposons de 3 études sur des médicaments modificateurs de l'évolution de la maladie. Le daclizumab, le fingolimod et le dalfampridine.
La taille des échantillons de ces deux études est vraiment bonne, plus d'1 millier de patients. Et ici, nous avons 3 études portant sur la réhabilitation cognitive et non sur les médicaments. Et vous pouvez voir des tailles d'échantillons beaucoup plus petites. Ici, nous avons la taille de l'effet. La taille de l'effet fait référence à l'efficacité de l'intervention. Dans quelle mesure ces deux groupes diffèrent-ils, votre groupe de traitement et votre groupe sur placebo? Et les tailles d'effet sont les suivantes. Tout ce qui se situe autour de 0.2, c'est petit. Une taille d'effet de 0.5, c'est moyen. Et 0.8, c'est grand, c'est un bon effet. Ça vous indique dans quelle mesure les deux groupes diffèrent. Donc, quand vous examinez les tailles d'effet de ces études sur les médicaments, ici, vous pouvez voir que les tailles d'effet sont très petites pour daclizumab et fingolimod, mais le delphampridine a une taille d'effet moyenne. Mais lorsque vous regardez la réadaptation cognitive, nous pouvons voir que les tailles d'effet sont beaucoup plus robustes, 0.7, 0.8, 1.57. Donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'une réadaptation cognitive est un moyen beaucoup plus efficace de traiter les difficultés cognitives que les thérapies de modification de l'évolution de la maladie. Ça ne veut pas dire que les traitements sont mutuellement exclusifs. Les gens devrait avoir une thérapie modificatrice de la maladie, parce que ça peut aider pour votre sclérose en plaques, mais vous ne devriez pas compter uniquement sur ces médicaments pour traiter vos difficultés cognitives, car nous savons maintenant que la réadaptation cognitive peut être efficace pour aider les personnes ayant l'ASP qui ont des problèmes cognitifs, et elle peut aussi rehausser la mémoire et la vitesse de traitement. Vous pouvez le donner en groupe. Par exemple, si les ressources sont limitées et que vous ne pouvez pas faire venir les personnes, mais que vous voulez traiter autant de personnes que possible, vous pouvez donner de la réadaptation cognitive à des groupes de personnes ayant la sclérose en plaques, à condition de regrouper vos individus selon le même niveau de déficit. Vous pouvez maintenant donner une rééducation cognitive par ordinateur. Nous le faisons actuellement dans le cadre d'une très grande étude financée par la Société de la sclérose en plaques et portant sur la réadaptation cognitive chez les personnes ayant la sclérose en plaques progressive. C'est une étude qui est menée à partir de mon laboratoire au Canada, mais elle a été envoyée aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie, en Belgique et au Danemark. Et nous utilisons un modèle cognitif informatisé qui s'appelle REACOM. Il y a aussi une appli qu'on peut utiliser pour la réadaptation cognitive. Il y a de bonnes données qui proviennent de cette appli. Enfin, j'aimerais dire quelques mots sur l'exercice. Nous savons que l'exercice est bon pour nous. Il améliore notre état cardiovasculaire. Il est bon pour la gestion de l'hypertension artérielle et d'autres choses de ce genre. Mais il y a maintenant des preuves qui suggèrent que l'exercice pourrait aussi aider la cognition. Voici une étude de personnes ayant la sclérose en plaques progressive. Une fois de plus, la cognition n'était pas une mesure primaire dans cette étude, mais l'étude montre que la fonction cognitive s'est améliorée chez les personnes qui ont fait de l'exercice aérobique. Et il faut maintenant reproduire cette étude. Une étude récente publiée dans le Multiple Sclerosis Journal remet en question les bienfaits de l'exercice physique. Il y a donc beaucoup de travail à faire pour explorer l'importance de l'exercice physique pour les personnes ayant la sclérose en plaques. Mais il semble qu'il y a des preuves préliminaires que l'exercice aérobique, en particulier pour les personnes souffrant de troubles cognitifs au départ, peut aider leur cognition s'il est donné correctement avec un niveau de difficulté suffisant. Et pour conclure, comme j'arrive à la fin du temps qui m'est imparti, le dysfonctionnement cognitif, les troubles cognitifs sont courants chez les personnes ayant la sclérose en plaques. Les taux de déficience peuvent aller de 40% chez les personnes ayant la forme cyclique jusqu'à 80 ou 90% chez les personnes ayant les formes plus progressives de la maladie. Ces déficits sont associés à des conséquences négatives dans le monde réel. Par exemple, des difficultés à ouvrir un contenant, à faire un lit, à garder un emploi, à se chercher un emploi, où tout ça s'est affecté par les troubles cognitifs. Il est maintenant reconnu que dans le cadre de bons soins cliniques, chaque personne ayant l'ASP devrait bénéficier de tests cognitifs si possible. Et si les ressources sont limitées, le test de modalité symbole-chiffre, le SDMT, est un strict minimum. Nous savons maintenant que nous pouvons donner le SDMT très efficacement en utilisant des ordinateurs. En travaillant avec des collègues en bio-ingénierie, nous avons mis au point un SDMT entièrement automatisé dans lequel il n'est même pas nécessaire d'utiliser un testeur humain.
Et, fait intéressant, les patients ayant la sclérose en plaques préfèrent l'administration informatisée. Nous espérons maintenant pouvoir apporter ça aux cliniques où il pourra être utilisé par les neurologues qui dirigent des cliniques très occupées, très chargées, qui jusqu'à présent n'ont pas eu le temps de faire venir des patients pour des tests cognitifs. C'est donc l'une des grandes avancées que nous voyons comme conséquence de la recherche. On se demande toujours, en effet, comment pouvons-nous avoir un impact clinique? Il est maintenant recommandé, il y a une recommandation disant que les personnes ayant la sclérose en plaques devraient bénéficier de SDMT périodiques dans le temps pour suivre leur évolution. Encore une fois, c'est là que les tests informatisés peuvent devenir si utiles. Et je devrais ajouter aussi qu'il existe d'autres versions informatisées. Il y a une version iPad du SDMT développée par des collègues à la clinique de Cleveland. Nous savons que l'atrophie de la matière grise profonde, par exemple l'atrophie thalamique et l'atrophie diffuse de la matière blanche, sont liées à un dysfonctionnement cognitif. Je vous ai expliqué pourquoi la largeur du troisième ventricule est si importante en tant que substitut des marqueurs cérébraux IRM de la déficience cognitive, car elle reflète l'atrophie thalamique et le thalamus est si central dans les circuits neuronaux. Je vous ai montré que la consommation de cannabis peut exacerber les déficits cognitifs, en particulier en ce qui concerne le cannabis THC, mais pas en ce qui concerne la CBD. Plus important encore, si les personnes qui consomment la variété THC cessent de le faire, il pourrait bien avoir une amélioration significative de la cognition liée à cette cessation. Nous savons maintenant que la réadaptation cognitive est une méthode de choix pour aider les personnes ayant des troubles cognitifs et les modèles informatisés impressionnants de déficience cognitive peuvent être utilisés pour fournir une réadaptation cognitive, mais il reste une grande question qui reste sans réponse et qui, je pense, va retenir l'attention des spécialistes du comportement dans la décennie à venir. C'est la suivante. Est-ce que l'amélioration cognitive en laboratoire se traduit par des avantages dans le monde réel? En d'autres termes, si j'amène quelqu'un dans mon laboratoire et que je lui donne un de ces programmes informatisés de réadaptation cognitive pendant 8 à 10 semaines et que nous montrons que, sur la base de cette intervention, j'ai une amélioration, par exemple de la mémoire verbale ou du test SDMT, dans quelle mesure cela se traduira-t-il par des avantages dans le monde réel pour cette personne lorsqu'elle quittera mon laboratoire? Et c'est vers ça que nous devons tourner notre attention. Comment allons-nous pouvoir documenter en temps réel et dans le monde réel les améliorations qui peuvent être apportées grâce à la rééducation cognitive? Et c'est là que la technologie peut jouer un rôle essentiel, parce que cette rééducation se développe de façon exponentielle. Les progrès technologiques se développent de façon exponentielle. Et nous avons maintenant des moyens de surveiller les gens à la maison, dans la communauté, pour avoir une indication de ce qu'ils font. Ça peut nous indiquer si notre rééducation cognitive s'avère utile d'un point de vue clinique. Et je terminerai par un exemple de ça dans le cadre de ma grande étude sur la rééducation. Chaque personne qui participe à l'étude reçoit un accéléromètre. Et c'est un appareil que vous pouvez porter sur votre jambe ou votre bras et que vous gardez toute la journée et qui nous dit à quel point vous êtes actif pendant la journée. À quel point est-ce que vous vous déplacez et qu'est-ce que vous faites. Alors, tout le monde reçoit un accéléromètre pendant une semaine avant de commencer notre étude sur la réadaptation cognitive. Ils font l'étude et à la fin, ils reçoivent à nouveau leur accéléromètre. Et on surveille leur niveau d'activité pendant une autre semaine. On veut voir dans quelle mesure, après avoir suivi une rééducation cognitive, l'individu est devenu plus actif. Et nous avons aussi bien d'autres façons plus sophistiquées de surveiller l'activité. Alors, c'est donc quelque chose pour l'avenir. En conclusion, je vous remercie de votre attention. J'aimerais remercier la Société canadienne de la sclérose en plaques d'avoir financé mes recherches, ainsi que les instituts de recherche en santé du Canada et les personnes qui ont travaillé dans mon laboratoire et qui ont rendu possible toute la collecte des données et qui ont contribué à informer la science. Merci de votre attention. Donc, des questions ont été posées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte de dialogue. Donc, une des questions qui a été posée, c'est, vous l'avez abordé dans votre résumé, c'était sur les tests SPMT. Donc, beaucoup de gens se posent la question. Des gens aimeraient avoir l'information sur l'application qu'ils utilisaient pour faire ces tests en ligne. Je crois que vous avez dit que ça va être disponible à la MS Clinique, la SP. Pourriez-vous nous donner l'information là-dessus? Donc, les tests prennent 2 minutes, c'est très rapide, ce n'est pas stressant. Donc, ça, c'est très important parce que il y a des processus de tests qui sont stressants pour les participants. Donc, c'est quelque chose que les gens par la sclérose en plaques
n'ont pas de mal à faire. Donc, il y a des cliniques qui sont prêtes à faire ces tests. Non, mais quand c'est le cas et c'est gratuit, il n'y a pas de cas de coût lié à ce test. Donc, il y a l'Institut neurologique de Montréal et d'autres instituts dans le reste du Canada qui ont commencé à offrir ces tests. Donc, il n'y a pas encore de tests que les gens puissent faire à la maison. Je crois que c'est très important. Il faut interpréter les données, comprendre le contexte. On ne peut pas simplement faire le test et ensuite tirer des conclusions hâtives sur la base de ces seuls résultats. Donc, il faut qu'un professionnel de la santé effectue ces tests. Donc, il n'y a pas encore des tests qu'on peut faire à la maison. Et quand ça arrivera, il va falloir faire attention. Il va falloir que les gens soient bien au fait de certains éléments, d'informations. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait un test à la maison qu'on a des résultats relativement clairs qu'on peut produire un diagnostic. Mais pour ce qui est de la distribution au Canada, ce qu'on a commencé de faire ce genre d'offrir ce genre de tests à la maison, je crois que c'est quelque chose qui se produira à l'avenir parce que ce que les tests font d'une façon facile, normalisée, c'est qu'ils fournissent un outil cognitif très performant dans la pratique. Et ça permet aussi d'offrir le même test à tout le monde. Donc, si vous êtes testé à Cuba, à Halifax ou peu importe, où il y a des variantes qui s'inscrivent justement dans ce contexte qui peuvent fausser les résultats ou donner des résultats différents. Donc, avec des tests normalisés, on peut avoir une pratique plus fiable. Donc, oui, merci. Nous avons une question sur les effets du cannabis sur la cognition. Je crois que vous avez abordé la question. Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur le THC à propos du cannabis? Oui, donc je dois vous dire qu'il y a une autre clinique qui offre ce genre de service. Donc, beaucoup de gens ont des questions sur la plupart consomment déjà du cannabis et ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, s'ils peuvent continuer. Je crois que c'est une drogue qui a des avantages, des bienfaits et qui a des effets secondaires négatifs également. Et nous sommes en train d'apprendre l'effet que le cannabis peut avoir parce qu'il n'y a pas beaucoup de données encore sur les effets de cette drogue. Donc, j'ai fait 3 études importantes sur la question où on s'est penché sur les effets du cannabis chez les gens ayant la SP en regard de la cognition. On a trouvé le même résultat à chaque fois. C'est que les personnes qui utilisent le cannabis régulièrement, c'est-à-dire plus de 4 fois par semaine et depuis plusieurs années, ont plus de risques d'avoir des problèmes de cognition ou d'exécution. Donc, nos études montrent que quand les individus cessent de consommer du cannabis, ces problèmes cognitifs sont réversibles. C'est très important. C'est-à-dire de le savoir. C'est-à-dire quand on arrête de consommer du cannabis, les effets secondaires diminuent pratiquement. Donc, je crois que le THC et non le CBD, c'est-à-dire le CBD n'est pas cycloactif, mais le THC l'est. Donc, le fait que ce soit, ça peut avoir des effets sur les gens qui le consomment. Donc, le CBD peut en fait s'opposer aux effets du THC. Donc, le THC m'inquiète beaucoup plus, surtout du point de vue de la cognition. Donc, on a découvert dans de nombreuses études depuis plusieurs années que les gens ayant l'ASP qui consomment du cannabis peuvent avoir des pertes de cognition à cause du THC. Donc, une autre chose, c'est que l'activation du cerveau change si on consomme du THC. Donc, quand on soumet la personne à un MRI fonctionnel ou à des examens tels que l'imagerie par résonance magnétique, ça nous montre ce genre d'effet du THC. Et il y a des données étymologiques qui nous montrent qu'il y a des réseaux dans le cerveau qui sont nécessaires pour que la fonction cognitive devienne perturbée. Ce sont des réseaux qui sont très importants dans le cerveau. Il ne faut pas les
En fait, le THC peut avoir un effet négatif sur le passage de l'information à l'intérieur du cerveau dans ces canaux. Donc, nous sommes en train d'apprendre des choses sur l'usage du cannabis, sur les effets du cannabis, mais les gens devraient faire attention s'ils consomment du THC régulièrement à cause des effets secondaires de cet élément. Merci, le Dr. Feinstein. J'espère que je réponds à toutes les questions à propos du cannabis. Une question de Kelly à Toronto qui veut savoir quelles sont les activités recommandées pour... Donc, je sais que vous avez dit qu'il y a certains éléments que les gens peuvent faire. Donc, voulez-vous nous en dire plus? Oui, d'accord. Le cerveau doit être actif. Le cerveau de tout le monde doit être actif. Et il y a une tendance chez les gens ayant la SP d'avoir un mode de vie très passif. Et c'est compréhensible étant donné les effets de la maladie. Mais il faut faire attention. Premièrement, il faut être actif intellectuellement. Soit qu'on fait des choses à l'ordinateur, on joue au bridge, on joue aux échecs, on lit. Il faut mettre au défi son cerveau. Il faut faire de l'exercice physique également. Même si vous avez du mal à marcher, vous avez des problèmes physiques, vous pouvez toujours faire de l'exercice. Achetez-vous des poids légers que vous pouvez utiliser à la maison. Il faut faire de l'exercice. Il faut faire de l'exercice. Plus on fait de l'exercice, plus on améliore notre cognition. Et troisièmement, il faut être actif socialement. Ça devient un défi. Époque de pandémie, mais les interactions sociales ont un effet bénéfique sur les connexions dans le cerveau. Donc, c'est ce que je dis à mes patients qui ont l'ASP. Si vous êtes actif socialement, intellectuellement et donc physiquement, socialement et intellectuellement, vous allez être en meilleure santé. Donc, c'est très important. Ce sont 3 éléments sur lesquels il faut travailler, surtout quand on a l'ASP. Et c'est très important. Pour les gens qui ont des problèmes graves liés à l'ASP. Merci, c'est très intéressant ce que vous dites. Donc, il faut rester stimulé intellectuellement, soit en travaillant, en faisant de l'exercice physique. Faites ce que vous êtes capable de faire et restez actif socialement. Ce sont des points très intéressants, Monsieur Feinstein. Donc, le multitâche peut être difficile quand on a la SP. Donc, on a une auditrice qui dit qu'elle croit qu'il faut ce que vous recommandez. Oui, c'est très intéressant. Donc, j'ai dit que le principal défi cognitif pour bien des gens ayant la SP, c'est un délai de traitement d'information plus bas, donc plus lent. Donc, et ce que ça fait, c'est que, bon, quand on fait du multitâche, il y a beaucoup d'informations qu'on doit traiter qui proviennent de plusieurs sources. Donc, ce qui arrive, c'est quand on a la SP, ça se peut que les facultés cognitives soient plus lentes. Donc, recevoir de l'information de plusieurs sources différentes peut être très difficile. Donc, ce que je suggère, c'est qu'il faut essayer de faire une tâche à la fois. Parfois, faire une seule tâche peut revenir à faire du multitâche pour quelqu'un qui a la SP. Donc, soyez conscient que vous n'êtes pas pressé. Ce n'est pas une course contre le temps. Faites une tâche à la fois. Vivez votre vie à votre propre rythme. Et si vous essayez de faire du multitâche, vous allez peut-être échouer toutes ces tâches. Ça va être frustrant. Essayez de faire une chose à la fois. Essayez de simplifier les choses. Donnez-vous plus de temps pour vos tâches. Acceptez le fait que ça va vous prendre plus de temps pour faire vos tâches. Et donnez-vous un certain temps pour exécuter ces tâches. Et je dis à mes patients et à mes employés la même chose. Donc, maintenant, nous avons plus de temps pour certaines tâches. Donc, il ne faut pas se stresser pour rien. Il faut adapter ses attentes. Des fois, c'est surprenant. Si vous faites une chose à la fois, vous vous concentrez sur ce que vous faites, vous vous donnez le temps, c'est surprenant et impressionnant ce que vous allez réussir à faire. Oui, je sais que certaines des questions ont été posées avant que vous y répondiez. Donc, nous avons une question qui porte sur ceci. Si on n'est pas capable de faire de l'activité aérobique, c'est une question de Jenny à Toronto, est-ce qu'il y a d'autres sortes, si on fait des sports qui ont un faible impact ou de la natation? Oui, tout à fait. Toutes sortes d'exercices peut être bénéfiques. Vous sortez, vous marchez.
ça peut être difficile pour vous de marcher, ça peut arriver, même dans la maison. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le haut de votre corps, des exercices mettant en jeu vos poids. Vous prenez des poids légers, vous vous asseyez, vous levez des poids. Donc, ce qui est important ici, c'est qu'on travaille avec des individus qui ont des incapacités physiques assez importantes, qui ont, en fait, sur l'échelle qu'on utilise pour évaluer les capacités, on est à 6. Certaines personnes sont à 6 et c'est très élevé. Donc, il y a des gens qui ont un vélo stationnaire, qui font du vélo stationnaire à la maison, ils n'ont pas besoin de sortir, ils ne prennent pas le risque de sortir et de se blesser, de tomber. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire à la maison. Il y a de très bons exercices qu'on peut faire, des activités aérobiques aussi, par exemple le vélo stationnaire, comme je disais, ou ensuite la natation à la piscine, prendre une marche. Faites ce que vous pouvez le faire et vous allez trouver que donc si vous êtes en sueur un peu, vous avez chaud, vous savez que vous avez fait un exercice bénéfique. Merci à tout le monde qui a posé des questions. J'essaie de couvrir le plus de questions possible. Donc, une question de Margaret Hackett-Jenner. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la dysfonction cognitive et l'évolution des lésions? Eh bien, c'est une très bonne question. La réponse est oui, mais c'est complexe parce que nous savons que la cognition n'est pas axée sur un seul endroit du cerveau. La cognition est un produit d'un réseau neurologique provenant de différentes parties du cerveau. Par exemple, les jeux de mémoire, quand on utilise sa mémoire, donc il y a la mémoire à court terme, à long terme, qui ne sont pas dans le même endroit du cerveau. On sait que ce réseau neurologique est très important. On sait que la mémoire à court terme est axée, provient d'effets de différentes régions du cerveau. C'est une interaction entre certaines parties du cerveau pour travailler la mémoire active ou à court terme. Donc, nous savons que si vous avez la SP, vous êtes à risque d'avoir des problèmes de cognition. Mais, donc, il y a certaines parties du cerveau qui peuvent marcher moins bien. Mais, en fait, c'est l'ensemble des fonctions du cerveau qui va, en fait, vous apporter votre espèce de performance cognitive. Donc, le thalamus est une partie très importante du cerveau, par exemple, parce que c'est un endroit où on traite des fonctions profondes du cerveau et de nombreux réseaux neurologiques du cerveau se joignent au thalamus. Donc, quand cette partie du cerveau est touchée par l'SP, il peut y avoir des pertes de cognition ou des problèmes, une baisse de la cognition. Donc, ça peut être un élément, un facteur qui précipite la perte de cognition. Donc, ils sont plus importantes que d'autres. Mais comme je le dis, la cognition est déterminée par les réseaux neurologiques. Donc, s'il y a une lésion à un endroit du cerveau, c'est sûr que ça va ralentir l'ensemble, mais c'est un produit de l'ensemble des sections du cerveau. Donc, on a le temps pour quelques questions. Micheline, à Toronto, nous demande quelle est la différence entre les problèmes de mémoire provenant de l'Alzheimer et les problèmes de mémoire causés par la sclérose en plaques. Oui, c'est une très bonne question et mes patients ayant la SP, qui sont plus vieux, ont plus de problèmes de cognition, évidemment, mais il y a des différences entre les deux. Donc, ce sont des problèmes qui sont toujours là, qui ne disparaissent pas du jour au lendemain. Donc, si vous avez des problèmes de cognition, on ne peut pas faire grand-chose pour améliorer la situation. Les choses peuvent s'empirer et c'est normal, malheureusement. Donc, il y a des individus qui vont avoir des problèmes de cognition, mais ça peut se stabiliser si la personne prend ses médicaments d'ASP, si on fait aussi des MRI, ça peut nous aider à comprendre la situation davantage. Et ce qui arrive parfois, c'est que les gens, quand les choses empirent, ils arrêtent de faire des efforts pour améliorer leur sort. Donc, c'est difficile parce qu'ils n'ont pas l'énergie, etc. Donc, les gens qui ont l'Alzheimer peuvent avoir des problèmes de cognition pires que les gens qui ont la SP. Donc, ils ont des pertes de mémoire, mémoire à court terme, à long terme. Donc, l'Alzheimer, c'est une maladie grave. Avec la SP, oui, on a des problèmes de mémoire, mais ce ne sont pas des problèmes aussi graves qu'avec l'Alzheimer. Mais avec la SP, les caractéristiques cognitives vont ralentir le processus cognitif, le processus de traitement de l'information, contrairement à l'Alzheimer.
Donc, je crois que il est presque 1 heure. Donc, nous allons répondre à une dernière question, si ça vous convient. Est-ce que la fonction cognitive chez les personnes ayant la SP, vous avez parlé du régime, est-ce que ça peut avoir un effet? Oui, évidemment, il y a des régimes très intéressants partout dans le monde pour gérer la SP, mais on n'a pas de preuves qui montrent qu'un régime en particulier serait plus bénéfique qu'un autre pour les gens ayant la SP. Donc, il faut manger, bien manger, évidemment, faire de l'exercice, être actif socialement, intellectuellement. Mais c'est évident qu'il faut bien manger, il faut avoir un régime sain. Donc, il faut manger des glucides, des protéines, des légumes. Donc, mais il n'y a pas de preuve qui soutient un régime alimentaire plus qu'un autre. Évidemment, il faut bien manger, c'est certain. Donc, je vous remercie beaucoup, Dr. Feinstein, de votre présence aujourd'hui. Donc, ça m'a fait plaisir. Je vous remercie de m'avoir invité et restez en sécurité pendant la pandémie. Et oui, j'aimerais prendre un instant pour mettre un MS Connect. C'est Biogen Lab Abby qui est disponible pour les gens qui ont la SP. Si vous allez sur le site web msconnect.ca, il y a plus de produits, de l'information et des nouvelles sur des recherches et des événements à venir. Donc, il y a notre podcast qui a été créé par la Société canadienne de la SP. Ça s'appelle DCSMS, voici la SP. Donc, c'est un podcast qui est très intéressant, des épisodes très formateurs et informatifs pour les gens qui vivent avec la SP ou qui connaissent des gens qui ont la SP. Donc, c'est un podcast intéressant. Donc, merci à tous et à toutes. Merci à l'auditoire d'avoir été des nôtres pour écouter cette conférence du Dr. Feinstein sur les nouvelles de la recherche en matière de sclérose en plaques. Merci.